Bonsoir à tous. Le stade municipal de Bafan suspendu, c'est une mesure conservatoire du Conseil transitoire du football professionnel en attendant les décisions de la Chambre d'homologation et de discipline et du comité d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Le stade municipal Kuala Kuala Ngandji Gaston de Nguenak à Bafan a été le théâtre de violence sur les officiels du match Unisport du Oncam contre Victoria United au Popo, One People, One Power, contestant un penalty sifflé en faveur de Opopo. Le public s'est rué sur les arbitres. Une situation qui rappelle les difficiles conditions dans lesquelles évoluent les arbitres au Cameroun. Le président de la CAF, l'Association camerounaise des arbitres de football, vient d'achever le tour des 10 régions. Comment résoudre les problèmes recensés au cours de cette tournée? On en parle au cours de cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. Et si les arbitres sont en difficulté, les clubs ne le sont pas moins. UMS de Loum a menacé de ne pas poursuivre le championnat dans une lettre adressée à la Fédération camerounaise de football. UMS de Loum dénonce les conditions exécrables dans lesquelles les clubs de football camerounais sont plongés. Entre absence de subventions et grève des joueurs, les clubs de football au Cameroun sont à la peine, ils broient du noir. On en parle également au cours de cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. 100% Foot qui reçoit ce soir un président de club, le directeur général de Bamboutos de Bouddha, Pascal Dissok. Bienvenue dans 100% Foot. Merci Cyril et bonsoir à tous les téléspectateurs et les panélistes de ce soir. C'est une fierté de revenir encore parler du football, ce que nous adorons tous au Cameroun. Ça fait un longtemps qu'on ne vous a pas vu sur le plateau, hein, vous dites bien. Voilà. C'est beaucoup d'efforts aujourd'hui parce que la santé ne donne pas, mais j'ai fait les efforts d'être là. Parce qu'il faut quand même éclaircir le peuple sportif. Ça ne va pas dans les clubs et au sein des clubs? Oui, tout à fait. Comme vous avez signalé, il y a des difficultés et que la lettre de UMS de Loum a révélé quelques problèmes. Il est vrai, le président Eto'o est arrivé. Je crois qu'il n'a pas encore eu assez de temps de regarder les contours de la maison pour savoir exactement ce qu'il faut faire et le moment qu'il faut faire. Parce que le temps, parce que vous voyez, la première partie des clubs ont reçu sur 48 millions. Nous avons reçu 12 millions au départ et jusqu'à aujourd'hui, la phase retour a repris. Et nous n'avons rien reçu. Bon, nous savons qu'il est très occupé, mais il faut qu'il délègue un peu les tâches pour que les choses avancent rapidement. Et on ne doit pas confondre le Cameroun, le sport du Cameroun, ce n'est pas le sport de l'Europe. On ne peut pas se comparer à cela. Les réalités du Cameroun sont là. On essaye de surmonter tout petit à petit. Ce n'est pas un matin que tout va changer. Donc, et puis, il est venu avec un système que nous avons aussi opté de l'accompagner. Les salaires ont été augmentés parce que le retard a fait que moi-même j'ai perdu 3 points hier. Mes joueurs sont allés jouer hier après 7 jours de grève. Donc, sans entraînement. On va en parler, on n'est pas encore dans le débat, on va en parler. Merci d'être venu sur le plateau de 100% Foot. Juste à côté de vous, c'est Joseph Ndjok. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Bonsoir au panel, particulièrement au président que j'ai le plaisir de revoir. Je voudrais profiter pour dire bonsoir à tous les arbitres de football. Et puis à mes confrères de l'ordre qui viennent de passer une assemblée générale élective avec beaucoup de grandeur, comme nous sommes dans le milieu du football aujourd'hui. L'ordre des ingénieurs de génie voilà, qui a tenu une assemblée générale les plus exemplaires au moment où ça chauffe un peu beaucoup dans d'autres... Bon, vous avez été reconduit au commissariat. Bon, je ne voulais pas parler de moi, en fait, c'est l'autre qui a montré une idée très C'était pour dire que vous avez été reconduit au commissariat de compte. C'est normal que vous disiez que tout s'est passé comme sur des roulettes, tout était beau dans le meilleur des mondes possible du moment où vous avez été reconduit. Mais vous êtes quand même au courant de l'actualité et au niveau des autres que je ne voudrais pas accuser. Je voulais juste saluer mes confrères et surtout saluer le fan club 100% foot au niveau du Carrefour Macondo. Tout un fan club. Tout un fan club 100% foot. Quand je ne suis pas ici, que nous sommes là-bas, on vous regarde vraiment minute by minute. Vous êtes encore deuxième vice-président de la CAF?
Je suis toujours embarrassé à le dire parce qu'il y a et la science et la raison, le sentiment. Vraiment au niveau de la science et la logique, on peut se le prévaloir. Mais dans la raison et puis les sentiments, on peut accepter que les choses aillent comme elles sont en train d'aller. Vous avouez vaincu alors? Je ne sais pas si c'est comme ça que vous comprenez ça. Dans la science, je crois que... Mais si vous déposez les armes, ça veut dire que... Oui, il faut dire qu'il y a quand même un vent. Le vent est au fils et la FECAFOOT. Je crois que ça a aussi des ramifications dans, par exemple, l'association des arbitres. Si vous regardez bien, Eto reçoit une fédération dans les turbulences et il ramène la sérénité tout au moins sur le plan des textes, de la régularité et la légalité. Dans l'association des arbitres, c'est à peu près la même chose. Nous sommes dans une situation comme ça sur le plan de la légalité, mais celui qui est là aujourd'hui, il a aussi cette onction d'enfant béni à Lyoum, pour parler de lui, comme Eto est aussi arrivé comme un enfant béni et qui apporte la paix. À Lyoum, qui est aussi quelqu'un de suffisamment accepté dans la famille, pourrait apporter cette paix. Et nous pensons que sur le plan de la légalité, les choses pourraient être aussi bien arrangées comme ça s'est fait à la FECAFOOT et que les choses avancent sereinement et globalement bien. En tout cas, on verra quelle direction Alioum va donner à la CAF, l'association camerounaise des arbitres de football. Je le disais, il a achevé il y a quelques jours seulement le tour des 10 régions. Comment compte-t-il résoudre les problèmes qui ont été recensés, surtout par ces moments où c'est pas tout à fait gai d'être arbitre de football au Cameroun, au regard de ce qui s'est passé au stade municipal de Bafan. On en parle au cours de cette édition de 100% foot. Le temps d'accueillir à mes côtés également un confrère, un ami, un membre, on va dire quoi, du club du débriefing, mais qui a souvent déserté. Christophe Nobissi, bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous les téléspectateurs des grosses télévisions, bonsoir aux fans de 100% foot. C'est toujours avec plaisir qu'on répond aux invitations ici. Et chaque fois, on a toujours à l'idée, à l'esprit de pouvoir servir ce qui peut aider les sportifs. Vous savez, la tâche n'est pas aussi aisée que ça. Un coup, on est titillé, un coup, on est félicité. Mais puisqu'il faut travailler, il faut expliquer. Bon, on a choisi d'expliquer, on va le faire. Je crois bien qu'il n'y a pas de métier sans risque. Le 10 février dernier, le chef l'a dit, il n'y a pas de vie sans risque. Par conséquent, si on lâche en chemin, c'est qu'on a démissionné. Donc, nous sommes heureux d'être là. Je suis heureux. Le président que je retrouve après la finale contre Coton de Garoua, souvenez-vous, c'était rencontre ici. Nous étions ensemble. La finale. La finale, la Coton Coton de Garoua. Je salue monsieur l'ingénieur. C'est avec beaucoup de plaisir aussi que je le retrouve. Donc, c'est pour dire que c'est un grand plaisir. La deuxième en 2023. Je crois que je serai à la hauteur au regard des sujets qui sont proposés. En tout cas, vous avez toujours été à la hauteur chaque fois que vous avez été convié sur le plateau de 100% foot. Merci d'être venu. Je vous en remercie. 100% foot, c'est le débat, vous le savez, mais c'est davantage le jeu. Le jeu, il se passe où? Sur le terrain, bien entendu. Les clubs étaient sur le terrain ce week-end à la faveur de la reprise du championnat Elite One, 12e journée. On a les images du match entre Fauve Azur de Yaoundé et Yafoot. Yaoundé Football Club, ancien FC Yaoundé 2. Les images donc, de cette rencontre avec des maillots qui se ressemblent quand même. Mais bon, on arrive quand même à faire la différence. On rappelle que Fauve Azur est tout de vert vêtu, en tout cas avec des bas blancs, alors que Yafoot est en bleu, tout de bleu vêtu. La rencontre se dispute au stade militaire de Yaoundé. Il y avait un but à 0 en faveur de Yafoot, jusqu'à cette égalisation qu'on va voir sur penalty, cette faute dans la surface de réparation. Penalty sifflé par le directeur de la partie, et le penalty sera bien entendu transformé alors qu'on revoit la faute. Un attaquant en duel avec un défenseur, ça provoque un penalty transformé, coup de pied contre pied parfait. Et bien entendu, un but partout entre les deux formations, entre Yafoot et Fauve Azur de Yaoundé. On va écouter Max Makole, l'entraîneur de Yafoot, au terme de cette rencontre. Il ne crache pas sur le point de ce match nul. Max Makole au micro de Joël Essengi. C'est un bon point, surtout quand on joue à l'extérieur. Je pense qu'on a été mené, on a su réagir.
le point est mérité. Je pense qu'on ne va pas clasher là-dessus. Chaque point va compter à faire le retour. Notre premier objectif, c'est le maintien. Je pense qu'on n'a pas les mêmes moyens que les autres. Je pense qu'on doit se maintenir. On a une jeune équipe. On va se maintenir. La suite, on verra. Max Makole qui ne crache pas sur ce point du match nul et l'objectif de Yafoot ne change pas après ce match nul, c'est le maintien. Pour cette équipe miraculée, on va le dire, Yafoot qui était relégué en élite tout au thème la saison dernière, mais qui a remporté le différent qui l'opposait à Panthère Djundé, je pense bien. Il y avait une affaire encore dans les bureaux contre Panthère Djundé. Yafoot a donc remporté le procès et c'est de cette manière-là que l'équipe est donc maintenue en Elite One. Donc c'était un peu un miraculé qui veut maintenant véritablement mériter sa place en Elite One. L'objectif est d'abord le maintien avant de viser toute autre chose. On va écouter Dieudonné Nkesh qui a démarré la saison sur le banc de tous de Diko FC, mais qui est désormais sur le banc de Yafoot, sur le banc de Fauve Azur. Voilà. Après 3 semaines seulement, la mayonnaise n'a pas encore pris. Dieudonné Nkesh qui ne cache pas non plus sur ce point du match nul contre Yafoot. Un point, c'est déjà quelque chose pour un début, pour la sortie des vacances. Je crois qu'un point, on s'en contente. Bon, maintenant, on n'est pas content avec ce que nous avons produit sur le terrain. C'est un peu ça ce qui est lamentable pour moi parce que le travail que nous avons fait, bon, c'est pas ce qui est arrivé sur le terrain. C'est pour ça que je suis un peu déçu. Mais au niveau du résultat, un point, ça fait plaisir. Le président a parlé de s'ils pouvaient jouer les playoffs. Donc on va essayer à pousser les gars si on peut y arriver. Ça fait 3 semaines que je suis là. J'espère qu'avec le temps, ça va bien se passer. Parce qu'il y a beaucoup de travail à effectuer pour que l'équipe essaie d'atteindre son maximal. Si Yafoot vise le maintien, on l'a suivi, Fauve Azur vise plutôt le play-off. L'équipe est dans le ventre mou du tableau, mais c'est difficile d'atteindre ces objectifs-là si l'arbitrage n'est pas correct. Ce sera bien entendu difficile. En tout cas, c'est le sentiment de Ngoupeyou Tchatchouan. Il est le capitaine de Fauve Azur. Il n'est pas du tout content de l'arbitrage et il dénonce le pénalty sifflé contre son club parce qu'il y a Fauve Azur menait 1-0 jusqu'à ce pénalty qui conduit finalement à l'égalisation. Il n'est pas du tout content, le capitaine de Fauve Azur, Ngoupeyou Tchatchouan, au micro de Joël Essengue. Les joueurs ne sont pas mieux placés pour parler des arbitres. On a toujours voulu éviter de parler de ce contexte-là, mais un peu déçu parce qu'on est en train de jouer un match. Le match en se joue sur plein de détails. On a l'arbitre, il fait une mauvaise appréciation. On fait un match sur notre défenseur, mais ici il fait un penalty. Et vous-même, vous n'oubliez pas qu'un match à 3 points, ça nous fait un peu déstabiliser. Donc vraiment, sur ce côté-là, il faudrait que les arbitres prennent encore un peu plus d'attention. Nous sommes des joueurs, nous sommes là pour jouer, pour ne pas parler des arbitres. Mais cet après-midi, ça a été un peu choquant. On était obligé de faire cet aspect-là. On est parti pour jouer le premier rôle. Et aujourd'hui, ça nous a encore échappé, nos 2 points qu'on a pris cet après-midi. Mais l'objectif reste toujours encore en place. On a 9 matchs, on va continuer à bosser. Le chemin est encore long et nous croyons en nous. Un peu remonté contre les arbitres, mais le capitaine de Fauve Azur reste concentré sur l'objectif. Il faut jouer les sommets, il faut jouer les playoffs d'ici la fin de la saison. Il y avait un deuxième match au stade militaire de Yaoundé. Fauve de Baham a effectué un bon déplacement. Fauve qui est venu battre AS Fortuna 2-0. On voit l'entrée sur l'aire de jeu sur la pelouse des 22 acteurs. Fauve de Baham, bien entendu, en bleu avec des parements blancs. AS Fortuna, tout de rouge vêtu. Ça va aller vite dans cette rencontre avec le coup d'envoi qui est donné. Le président l'a fait Kafout Samuel Etofis qui arrive dans les tribunes, les gradins du stade militaire, suivi juste derrière par l'ambassadeur itinérant, son excellence Albert Roger Mila, qui sont venus donc regarder cette rencontre entre Fauve Club de Baham et bien entendu AS Fortuna. C'est Fauve de Baham qui va obtenir le premier but de cette rencontre sur une action anodine qu'on va voir. C'est semblable à un CSC, un but contre son camp finalement, de ce défenseur qui a trompé son propre gardien. 1-0 pour Fauve de Baham. On en est là.
jusqu'à cette action qui donne lieu à un penalty. Le joueur qui renvoie le ballon à la fois du pied et de la main, ça donne un penalty que va transformer dans les attaquants de Fofo Club de Baham. Contre-pied parfait également. Ça fait 2-0 pour Fofo de Baham qui réalise une belle opération à la faveur de cette 12e journée du championnat national de football Elite One. On va écouter Guy Bertin Djebna, entraîneur de Fofo Club de Baham. C'était facile, c'était une rencontre très difficile. Vous savez, on a repris les entraînements trop tard après plus d'un mois de trêve. On a repris le 2, donc on a eu à peine une dizaine de jours pour préparer cette rencontre. En première période, on a beaucoup souffert parce qu'on est tombé sur une très bonne équipe de Fortuna qui nous a poussé dans nos derniers retranchements. Heureusement, on a plié sans rompre. On est allé avec ce score de 1-0 à la mi-temps et on a réajusté en deuxième mi-temps pour pouvoir avoir les 3 points de la mise. Voilà, Guy Bertin Djebna, entraîneur de Fofo Club de Baham. Il y avait match à Tchang également entre Aigle Royal de la Ménois et Colombe du Djaïlobo. 0 but partout au thème de cette rencontre. Une rencontre suivie par notre reporter Vivien Tonfak à Tchang. Battu 0 but contre 3 par la Colombe sportive du Sud lors de la manche allée du championnat national Elite One, Aigle Royal de la Ménois n'a qu'un seul rêve, laver la France cet après-midi au stade de Bafoussam Bamendi. Une mission difficile face à l'actuel dauphin du groupe A de ce championnat, mais pas impossible, d'autant plus que les jaunes et noirs de Tchang peuvent compter sur leur public, venu très nombreux cet après-midi, les pousser à la victoire. Comme vous voyez, tout ce public-là, ils sont sortis pour motiver franchement ces enfants. Et on est sûr que tout ira mieux. Et ça va aller. Je suis supporter de l'Aigle Royal à la Ménois. Depuis des années, je sors de Tchang. Pour venir, je suis à domicile. C'est une victoire pour moi, sauf c'est les magouilles. C'est un match qui va se solder par un score de 2-0. Au coup d'envoi de la rencontre, Aigle Royal de la Ménois se montre défensivement solide et n'offre aucune faille à l'attaque de la Colombe sportive du Sud, dont les multiples assauts se soldent par des échecs. Anis Mbargafou essaye tout, mais rien ne marche. Le technicien, qui n'est du tout pas content de la copie produite par ses poulains, ne le voile pas. Aigle Royal se procure quelques occasions, mais ses attaquants font preuve de manque d'instinct de buteur. Des occasions vendangées qui font naître des superstitions selon lesquelles la présence d'un supporter de la Colombe derrière les buts de l'Aigle Royal de la Ménois n'est pas anodine. Il est chassé après quelques remous, mais le match s'achève sur un nul vierge. La revanche de l'Aigle Royal de la Ménois contre la Colombe sportive du Sud sera pour plus tard. Cet après-midi, les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. Depuis le stade de Bafoussam Bamendi, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfak pour Equinox Télévision. Vivien Tonfak pour cette rencontre Aigle Royal la Ménois Colombe du Djaïlobo, Colombe du Sud, si vous voulez, 0 but partout au thème de cette rencontre. On va jeter un coup d'œil sur le tableau récapitulatif des résultats de cette 12e journée du championnat de football Elite One. Dans la poule A, d'abord, Avion Academy a pris le dessus sur Edin Sport Lalé qui est 1-0. Victoire de UMS de Loum. UMS qui a menacé de ne pas disputer cette rencontre, mais qui l'a finalement disputé, a même gagné. D'aucuns disent que UMS a endormi son adversaire pour le vaincre. Victoire d'UMS de Loum, 2 contre 1 face à Stade Renard de Mélon. Victoire en déplacement du Canon Sportif de Yaoundé, 2-1 face à Djiko FC de Banjoun, 0 but partout. Entre Aigle Royal de la Ménois, on le voyait à l'instant, et Colombe du Djaïlobo. Vous savez qu'en match avancé de cette 12e journée, Coton Sport avait déjà pris le dessus sur Renaissance de Ngoumou, 1-0. Dans la poule B, le derby de la capitale économique s'est soldé en la faveur des Astres de Douala, les Brésiliens de Bepanda, vainqueurs de l'Union de Douala, 2 contre 1. 2 contre 1 également à Bouddha, entre Yon Sport Academy et Bamboutos.
Lyon Sport. La rencontre s'est jouée à Bouddha, il faut le préciser. Mais dans cette configuration, c'est Lyon Sport qui recevait, qui est donc venu recevoir son adversaire chez lui. Bon, ça se joue à Bouddha, mais c'est Lyon Sport qui recevait Bamboutos de Bouddha. 2-1 donc en faveur de Lyon Sport. 0 but partout entre Gazelle Football Academy du Nord et Dragon de Yaoundé. 1 but partout, on l'a vu, entre Fauve, Azur et Yafoot. Victoire 2-0 de Fauve de Baham face à AS Fortuna. Le classement à présent à l'issue de cette 12e journée dans la poule A. Coton Sport de Garoua, 23 points. 20 points plutôt pour Coton Sport, 20 points. Est en tête UMS de Loum, 20 points également à égalité avec Coton Sport de Garoua. Colombe du Djelobo, 19 points, est 3e. 4e, Canon de Yaoundé, 17 points. Aigle de la Ménois, 16 points. Edin Sport, 14 points. 14 points pour Djiko FC de Banjoun. Stade Renard, 8e, 13 points. 9e, Renaissance de Ngoumou, 11 points. Les relégats, PWD de Bamenda, 10 points. Avion Académie d'Unkam, 9 points au Makwa. Dans la poule B, Bamboutos de Bouddha, qui ne gagne pas depuis 6 journées maintenant. C'est assez terrible pour être signalé. Bamboutos qui a aligné 5 matchs nuls et une défaite face à Lyon Sport Academy. Mais miraculeusement, l'équipe reste en tête. Ça veut dire que ses adversaires, ses poursuivants ne sont pas aussi efficaces. Comment le premier peut-il aligner 6 contre-performances et rester en tête, 5 matchs nuls et une défaite. Pourtant, Bamboutos reste premier du groupe B avec 20 points. Fauve de Baham, 2e, 18 points. Union de Douala, 3e, 17 points. Gazelle Football Academy, 16 points. Yafoot, 15 points. Fauve Azur, 14. Les Astres, 14. 8e APGS, 12 points. Lyon Sport Academy à 12 points également. Chez les relégables, AS Fortuna, 10 points. Dragon de Yaoundé, 9 points au Makwa. Il y avait également reprise en élite tout. Voilà. L'élite tout reprenait également ce week-end. On commence par les images de la rencontre Racing de Bafoussam contre Dynamo de Douala avec l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse. Racing de Bafoussam qui avait donc recruté un entraîneur pour cette deuxième partie de la saison. Racing qui a bien démarré, victoire de Racing face à Dynamo de Douala, 3-2. Les buteurs côté Racing, bien entendu Raphaël Titibeyo à la 22e minute et 51e minute. Il signe d'ailleurs un doublé, le buteur de Racing de Bafoussam. Paul Mario Bob inscrit le 3e but de Racing à la 40e minute. Voilà. Racing a marqué ses 3 buts en 45 minutes. Les buteurs côté Dynamo, Dimitri Ngachet, 36e, Mathias Sévin Bogbe à la 93e minute, 90 plus 3, 93e minute. On va écouter au micro de Raoul Taboufouem Thomas Libi. Il faut dire que Racing a fait appel à Thomas Libi après une séparation avec son entraîneur. C'est Thomas Libi, ancien entraîneur des Lions U17, champion d'Afrique d'ailleurs avec les Lions U17, qui va désormais officier sur le banc de touche de Racing. Mais pour cette reprise face à Dynamo, Thomas Libi est resté dans les gradins. C'est un autre technicien qui était sur le banc de touche. Stratégie gagnante, en tout cas Raoul Taboufoué a posé la question à Thomas Libi. Pourquoi est-il resté sur le banc de touche alors qu'il vient d'être recruté comme nouveau coach du Racing de Bafoussam? Je vous propose de l'écouter. Vous savez que c'est un départ, donc rien n'est jamais facile. Un match de football est égal à un match de foot. Donc je pense qu'il faut toujours faire attention. Maintenant, bon, je pense qu'il fallait prendre 3 points dès l'entrée. Je pense que c'est ce qui vient de se faire. Maintenant, le reste, je pense ça va se corriger au fur et à mesure. Il n'y a aucun problème, c'était une stratégie tout simplement. Je pense que les prochaines journées, je serai sur le banc de touche. L'appétit vient en mangeant, donc je pense que ça va se faire pas à pas, match par match. Et puis après, bon, on verra bien ce qui va se passer à la fin. Vous savez, pour retrouver le Racing en première division, il faut se donner cette chance-là. Je pense que le tout, c'est pas que les gens bavardent. Le tout, c'est qu'il faut que les gens s'entourent de cette équipe pour essayer de les d'apporter un plus aux joueurs et à tous ceux qui sont autour. Donc, c'est une équipe mythique. Donc, on sait déjà de quoi il est question. Donc, c'est pas tout évident. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup trop à faire et que le reste, en principe, va se faire au fil du temps.
Il y avait 3 matchs pour la reprise du championnat Elite 2, la 14e journée. On regarde les tableaux. On vient de voir la victoire de Racing de Bafoussam sur Dynamo de Douala, 3 buts contre 2. Il faut dire que Ofta de Kribi était opposé à Léopard de Douala, victoire de Ofta de Kribi 2-0. AS Lausanne d'Anguissa était face à Stade de Bétois, 1-0 pour AS Lausanne. Il y avait également cette rencontre Unisport du Honcam Victoria United, on en parle tout à l'heure. Le temps de signaler que la suite et la fin de cette 14e journée en Elite Tour, c'est mercredi 15 février prochain. Rangers de Bafout va recevoir Tonnerre Kalarakop de Yaoundé, alors que Foncha Street sera face à AS FAP de Yaoundé. Venons-en à cette rencontre Unisport du Honcam contre Victoria United. Au Popo, One People, One Power. La rencontre se disputait au stade municipal de Bafan, au stade municipal Kuala Ngandu Gaston de Ngenak à Bafan. On va d'abord voir le but de Unisport du Honcam, Unisport qui a ouvert la marque dans cette rencontre. Le but de Unisport du Honcam qui sera une belle construction. Vous voyez cette faute, le joueur qui joue rapidement, qui n'a même pas le temps de placer le ballon exactement à l'endroit où la faute a été commise. Ça va très vite. Et l'attaquant qui est lancé finalement l'ouverture du score 1-0 donc en faveur de Unisport du Honcam. Vous voyez la joie des supporters et tout le banc de touche. On revoit la faute qui est sifflée, le joueur qui arrête le ballon. Joseph John nous dira si ça se fait, pourquoi l'arbitre n'intervient pas pour demander de mettre le ballon exactement à l'endroit. En tout cas, le jeu se poursuit, l'action se poursuit jusqu'à l'autre bout. Et c'est finalement l'ouverture du score 1-0 pour Unisport du Honcam. On joue jusqu'à la 88e minute. Le score n'a pas changé. C'est toujours 1-0 en faveur de Unisport du Honcam. Et puis, il y a donc cette action, l'action qui a tout chamboulé. On va voir cette action grâce aux images de Raoul Tapoufoué qui a effectué le déplacement de Bafam pour cette rencontre. Les images donc de Raoul Tapoufoué pour qu'on puisse voir cette action de pénalty. Est-ce qu'on va avoir les images de cette action qui a tout chamboulé au cours de cette rencontre, donc, alors qu'on a vu tout à l'heure l'ouverture du score, alors qu'on a suivi tout à l'heure l'ouverture du score de Unisport du Honcam, le temps de revenir sur cette action de pénalty. Alors Joseph Djok, je le disais, pourquoi l'arbitre n'intervient pas pour demander que le ballon soit placé exactement à l'endroit? Merci Achille pour la question. Mais avant de répondre à celle-là, il y a 2 autres que vous avez posées de façon masquée, n'est-ce pas, sur les premiers matchs de Elite 1, notamment aussi sur les actions de pénalty. Voilà. Le match Faux-Vazu-Yafoot, l'égalisation de Yafoot, c'est sur pénalty. Voilà. Et le match Fortuna contre Fauvu de Baham, le deuxième but de Fauvu de Baham, c'est sur pénalty. C'est ça. Et on a suivi le capitaine de Fauvu se plaindre. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a... Capitaine de Faux-Vazu. Il y a faute sur mon défenseur, mais c'est nous qui copons du pénalty. Voilà. Il faut déjà remarquer que chaque fois que les acteurs sont en train de se plaindre de l'arbitrage, c'est généralement lorsqu'il y a une action d'égalisation, où il y a une perte de match, vraiment un but qui apporte une décision forte dans le résultat du match. Ça, c'est d'un. Et généralement, lorsque c'est à notre défaveur. Et puis, dans ce match, vous avez vu les arbitres qui ont sifflé les pénaltys, que ce soit le match de Yaoundé, où le président Eto'o est, ou que ce soit l'autre match, les arbitres ont la même position qu'on leur demande d'avoir. C'est un guide. C'est une position que les deux ont occupée quand ils sifflent ce pénalty. Même moi qui suis instructeur, inspecteur, j'ai de la peine à les reprocher parce qu'ils ont la position qu'il faut. Ils sont à l'endroit qu'il faut pour apprécier. Et puis, vous voyez, le spectateur au Cameroun est en train d'être de plus en plus émancipé et évolué à la connaissance de la VAR, à la connaissance des oreillettes et autres, qui sont en train d'arriver dans notre championnat. Ouais. Si aujourd'hui, comme les oreillettes sont déjà là, et bientôt la VAR à la saison prochaine, telle que la CCA nous a promis, vous voyez que si on a désormais la VAR, les discussions comme ça vont prendre
vraiment un coup, ça ne va plus exister parce que la VAR, ce sont les situations de VAR. La VAR devait revenir là-dessus et pour éclairer. Mais on a vu les situations, la VAR cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Hein. On ne peut pas le dire. La VAR vient pour dire ce que l'œil parce que ça, c'est votre appréciation. La VAR vient dire ce que l'œil humain n'a pas apprécié. Vraiment, ça, c'est automatique. Alors, pour revenir à l'autre situation, ballon à la place où la faute a été commise. Il faut dire que la loi voudrait que le ballon se pose justement à l'endroit où la faute a été commise, et généralement autour d'un diamètre de 1 mètre, dans un rayon de 1 mètre, à partir de là où ça c'est, puisque ce n'est pas informatique. Mais l'exigence vient, une autre précision vient, lorsque c'est dans une situation délicate de jeu, on ne s'empresse pas, on attend, et vous voyez l'arbitre généralement, il vous fait le doigt, il vous montre le sifflet comme ça, que vous attendrez mon coup de sifflet. Lorsque c'est dans une situation d'entrejeu, un endroit qui n'est pas une zone dangereuse, avec le fait que les lois de jeu et le football moderne voudraient plus favoriser le jeu rapide, la non-perte de temps ou éviter les pertes de temps, on peut permettre qu'un garçon joue hors des diamètres du rayon de 1 mètre, pourvu qu'il n'ait pas pris avantage, c'est-à-dire qu'il ne soit pas allé par devant. Là, il est allé, il est plutôt en arrière de la faute, et c'est pour cela que l'arbitre a estimé le jeu va vite, il y a moins de perte de temps, et il n'a pas pris avantage, il s'est plutôt un peu défavorisé, et puis on a continué. Est-ce que je ne sais pas si Christophe Noubissi, qu'est-ce que vous pensez de ces... Bon, j'avais ciblé une action, mais il parle des 3 actions. Oui, il faut dire que dans l'ensemble, les règles du jeu en arbitrage que j'ai observé, les arbitres s'essayent d'être au mieux de leur forme. Seulement, j'ai l'impression que le contexte influence beaucoup le travail. Derrière le contexte, il y a aussi l'environnement. Vous savez, pour le cas de Bafang, qui est le prétexte aujourd'hui, l'image du e-sport. On n'a pas encore vu l'image. Hein? Oui, je dis bien. qu'on voit l'image. Bon, l'image. Non, on est sur les... Peut-être pour ceux qui nous suivent, qui vont voir l'image. Bon, peut-être il l'ai vu avant. Ils voient l'image. Ce qu'il y a de comprendre, c'est que j'ai le sentiment que ceux qui programment les rencontres de football au Cameroun aujourd'hui, ça peut ne pas maîtriser parfois le contexte, le cadre d'évolution. Je ne dis pas que c'est qu'on ne peut pas arbitrer à Garawako, non. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut relever. Un championnat qui se joue, et on a la phase retour. On constate que les 5 premières équipes sont à différence d'un seul point. Ça veut dire qu'il y a un jeu. Par conséquent, l'arbitre qui dirige la rencontre, il doit être très prudent. Ça, c'est un paramètre à ne pas négliger. C'est-à-dire qu'il y a le loi du jeu, il y a la connaissance du terrain, mais il y a ce facteur très important qui densifie l'enjeu. Et du coup, l'arbitre, si ce n'est pas assez rusé, peut, dans une situation, siffler des actions qui étaient à siffler, certes, mais qui pouvaient être aussi interprétées autrement. C'est pour dire que même le choix des arbitres, je l'avais dit ici, souvenez-vous, à la finale de la Coupe Cameroun, entre Koto et Baboutos, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris comment on a pu choisir l'arbitre qui n'était pas à la taille de gérer un match contre Baboutos dans un stade plein à craquer. Mais est-ce qu'elle a eu des problèmes? Non, il y a eu un problème. Elle a dirigé, tout le monde lui a donné. Souvenez-vous, jusqu'à cette affaire de pénalty. Non, souvenez-vous. Affaire de but. Mais la controverse qui est née cela après, à la vérité, on a compris qu'elle a bien géré le match, mais cette action à la fin du match est venue un peu déteindre sur sa compétence. Comme pour dire quoi? J'ai compris, et j'ai mis ça dans le cadre du manque de la maîtrise. Parce que au stade municipal de Yaoundé, avec 40 personnes, contre Mobutos, tout ce qu'il y a comme vacarme là-bas, il faut être arbitre assez rompu pour tenir. Donc moi je pense qu'il va falloir que désormais, pour les rencontres et par rapport aux enjeux, les commissions qui désignent les arbitres, c'est comme cela. À l'entame d'une compétition, on peut encore se permettre ça. Mais pendant qu'on monte en puissance, pendant que l'enjeu devient sérieux, il va falloir parfois qu'on tienne compte de la capacité de l'arbitre à pouvoir maîtriser l'environnement. On le sait très bien, Bafang n'est pas quand même... C'est un stade qui a, à plusieurs reprises, commis ce genre de situation. Par le passé, ceux qui sont anciens dans le football savent qu'on a eu à vivre des scènes pareilles par le passé. Ça veut dire qu'un stade comme celui-là,
Dès lors qu'il y a Unisport qui est leader. Vous parlez toujours d'une situation que les téléspectateurs n'ont pas encore vue. Donc, vraiment, prenez votre mal en passant. Vous avez vu, c'est vous qui avez vu. Les téléspectateurs n'ont pas encore vu. Vous estimez que c'est aussi important qu'ils puissent on en parle. Bon, dans tous les cas. Oui, puisque vous parlez de quelque chose qu'on n'a pas vu. Comment voulez-vous dans tous les cas, le problème est le suivant. J'ai démontré qu'un match se joue à Bafang ou à Konsamba par rapport à Yaoundé Omnisport, où il y a plus de sécurité, plus de la police, plus de gendarmes. Il faut qu'on tienne compte. Parce que généralement, dans l'arrière-pays, il y a des risques de débordement et moins d'hommes pour pouvoir maîtriser la situation. Surtout que l'enjeu est assez élevé. Très bien. On a suivi votre position. Il faut voilà. Les arbitres aussi ont j'ai l'impression qu'au Cameroun, le traitement qu'il a accordé, ils sont traités pas comme il se devait. Parce qu'à la vérité, si l'arbitre n'est pas au-dessus de la mêlée, est-ce qu'il peut être capable de maîtriser une rencontre de football? Je pense qu'il va falloir revoir cela aussi. Pour ne pas la connaissance, j'avoue que je les vois évoluer, j'ai l'impression qu'ils maîtrisent davantage même les règles du jeu. Mais leur traitement, le cadre, l'environnement et l'enjeu peut parfois les poser un petit tort. Sinon pour le reste, ça peut aller. Alors, rapidement, Pascal Dissok, vous avez souvent connu des problèmes avec les arbitres. On ne va pas revenir sur le cas de la finale de la Coupe du Cameroun. Mais sur cette situation qu'on vient de voir là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, vous savez que moi-même, je suis un ancien arbitre. J'ai officié comme arbitre au Canada pendant au moins 8 ans. C'est une révélation. Et au Cameroun, j'ai été commissaire de match. Donc, c'est une situation que je maîtrise parfaitement. Revenant d'abord sur le problème de la position du match, je pense que l'ingénieur Njok, il a déjà signalé, mais toujours est-il que la position du ballon, c'est à la discrétion de l'arbitre. S'il pense que celui qui dépose le ballon ne prend pas d'avantage sur la position, il peut laisser jouer. Et toujours est-il qu'il faut respecter le rayon. Mais quand il juge que tu prends l'avantage en voulant jouer, oui. Il était très distant du lieu où... Bon, je parle de ce que la loi prévoit. Il faut que ce soit à la discrétion de l'arbitre. Il doit juger si tu prends l'avantage sur la position ou pas. Si tu ne prends pas l'avantage, c'est qu'on veut jouer rapidement, il vous laisse jouer. C'est comme la VAR. Oui, l'arbitre a beau consulter la VAR, après c'est lui qui décide. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu comme ça. La VAR ne résout pas grand-chose. Oui, bon, il faut seulement que les arbitres respectent les lois du jeu. Parce que tout est organisé de sorte que toute faute, toute action dans le stade, c'est prévu dans les lois du jeu. Et puis les sanctions suivent après. L'arbitre peut également écoper si on sent qu'il a peut-être présenté faiblesse par sa inaction. Le club a perdu son match, vous censurez l'arbitre. Bon, ça arrive, mais c'est pour préparer les autres. Parce que si on ne les sanctionne pas, les autres peuvent faire pareil. Il faut qu'ils sentent que quand ils s'amusent, il y a les inspecteurs derrière qui peuvent prendre les décisions contre eux. Et beaucoup ont ils projettent encore aller à l'international. Donc s'ils s'amusent au niveau national, ils perdent leur carrière. Donc ils ont l'intérêt à agir correctement. Et la dernière chose, c'est que il faut qu'au Cameroun, l'Africa Foot, il faut qu'on les satisfait à temps. Parce qu'il ne faudrait pas que les arbitres courent après les présidents de club, après un match pour demander le transport. C'est les choses qui arrivent parfois. Donc, c'est pas bon avec notre football, surtout au moment que nous sommes en train de relever notre football au haut niveau. Il faut que les arbitres, si possible, soient payés en avance. Comme ça, ils sont à l'abri du besoin. Oui, parce que chaque fois qu'ils vont avoir faim, peut-être ils arrivent quelque part, ils n'ont même pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi manger. Parfois, ils sont obligés d'interpeller les gens. Et ce n'est pas une bonne image pour nous. Et surtout, nous sommes très vieux dans ces affaires. C'est plus de 20 ans que je suis autour du ballon long. Il faut que le président Eto'o, que nous supportons tous, il faut qu'il trouve le temps de causer avec les présidents qui ont besoin de le parler. Nous sommes pas, quand on va vers le président Africa Foot, ce n'est pas pour nos besoins, c'est pour l'aider à suivre le bon chemin avec notre expérience. Alors, venons-en à cette action de pénalty. On a vu que Unisport menait 1-0 jusqu'au derniers instants de cette rencontre, jusqu'à pratiquement la fin, 88 minutes, d'après les images que nous ramène Raoul Taboufoué, qui a effectué le déplacement de Bafang. Voilà donc l'action, le joueur qui s'écroule,
dans la surface de réparation, l'arbitre siffle. C'est quand il indique le coach penalty que tout le monde est étonné. On revoit ce ballon qui va en profondeur. Le joueur s'écroule et l'assistant va lever le drapeau. On va voir l'action sur un tout autre angle dans la suite de l'action. Donc, on verra sur un tout autre angle maintenant. Peut-être que là, est-ce qu'on voit mieux ici? On voit le joueur qui s'écroule. Est-ce qu'il s'écroule parce qu'il est bousculé dans le dos? Est-ce que c'est une simulation? On appelle souvent cela simulation, qui est parfois doublée d'un carton jaune. On voit même l'action même au ralenti. Est-ce qu'il est véritablement fauché à ce niveau? Et même s'il est fauché, est-ce que c'est véritablement dans la surface de réparation? Voilà donc l'action qui a mis le feu aux poudres au cours de cette rencontre. Vers la fin de cette rencontre, on rappelle que Unisport du Ouakam menait 1-0 et les supporters estiment que ce pénalty devait conduire à l'égalisation alors que l'équipe locale voulait bien remporter les trois points de la journée. C'était assez tendu, hein, avec la violence. On va voir ce qui s'ensuit. La violence, les arbitres pris à partie par le public de Bafang. Ça commence tout doucement avec les joueurs qui contestent avant que la situation ne s'embrase véritablement. Non, il y a une image avant celle-là, il y a une image de violence sur l'arbitre. Ça, c'est une autre image. Là, on n'est pas dans le match de Unisport contre Victoria United. Ça, c'est une autre image qu'on avait montrée pour parler un peu de violence sur les stades de football, parce qu'il n'y a pas que le cas du stade municipal de Bafang. C'est vrai que les couleurs sont quasi identiques. Je ne sais pas si on va avoir l'image. C'est la suite, parce qu'il y a contestation, et la suite, c'est que l'arbitre est pris à partie. En attendant d'avoir l'image, déjà sur cette action, Joseph Diop, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je ne vais pas vous demander, peut-être vous ne voulez pas juger. Pourtant, tout à l'heure, vous avez dit qu'ils étaient bien placés, ils étaient à l'endroit. Mais vous êtes en train d'hésiter s'il faut dire s'il y a pénalité ou pas. Pourquoi voulez-vous forcément les soutenir? Je ne peux pas hésiter. Là, je dois me revenir sur une autre situation. Mais restons d'abord sur celle-ci. On me revient, je crois que c'est elle qui va faire le go du débat tout à l'heure. Bon, si vous voulez, voilà. On a donc les images. Là, c'est la contestation, c'est d'abord entre joueurs. On voit que les joueurs contestent tout doucement, mais petit à petit, la situation s'enflamme, ça dégénère. Le public qui rentre sur la pelouse. On ne voit pas de stadier, on ne voit pas les forces de maintien de l'ordre. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Alors que l'arbitre, là, c'est l'assistant, puisqu'apparemment, c'est lui qui a levé le drapeau et a amené l'arbitre à siffler. Et puis, bon, on voit bien que quelques-uns essaient de tempérer. On voit le gardien de but qui s'interpose. Et l'arbitre va bien entendu être conduit tout à côté. Ça a été chaud, hein, ça a été chaud tout au long de cette rencontre à Bafang. Je ne sais pas si on a les images de ces supporters là, surexcités, surexcités même. Dans les gradins, ils avaient déjà commencé à annoncer les couleurs. Et les supporters du stade municipal de Bafang, on les voit là. C'était déjà chaud. Est-ce que l'arbitre n'a pas pu, à partir de ce moment, parce qu'il voyait les choses venir, il pouvait décider d'arrêter la rencontre? Non, pour insécurité. Parce que là, il y avait des signes que ça allait dégénérer. Mais pourtant, il est allé jusqu'à la fin, jusqu'à ce fameux penalty. Vous voyez les supporters qui sont... On essaie de calmer, on essaie de ramener la situation à la normale. Est-ce que lui-même, l'arbitre, à partir de ce moment, ne pouvait pas se dire que les conditions de sécurité ne sont pas réunies et arrêter la rencontre? Pourquoi est-il allé jusqu'à la 88e minute? Il y a une autre image qu'on veut vous faire voir. La fin, là on est véritablement à la fin du match. On est véritablement à la fin. On voit bien que les joueurs, les 22 acteurs réussissent à sortir du stade, en tout cas de la pelouse, de l'aire de jeu pour entrer dans les vestiaires sans véritablement être inquiété par le public qui est là, qui attend les hommes en noir, parce que c'était les hommes en noir leur problème. On voit donc les joueurs qui rentrent dans les vestiaires. C'est à peine s'ils ne sont pas escortés. Hein. C'était d'abord les joueurs de Opopo, là maintenant ce sont les joueurs de Unisport du Ouakam. Maintenant, quand c'est au tour
des officiels. Vous voyez que c'est barricadé. Ils sont restés au niveau de la ligne, de la main courante. Ils ne peuvent pas rentrer dans les vestiaires. Alors, on avait déjà vu cette autre image sur les violences dans le stade. Joseph Diop, je posais la question, on va arriver à ce penalty. Est-ce que, avec ce qui se passait déjà dans les gradins, tout autour, l'arbitre ne pouvait pas se dire, il y a un problème de sécurité, j'arrête? À mon appréciation. Pourquoi est-il allé jusqu'à cette 88e minute? Non, il estimait qu'on pouvait jouer. L'arbitre a des occasions autour desquelles il peut arrêter le match. Lorsqu'il ne peut plus appliquer les lois de jeu, du fait du manque de lumière, du fait du terrain non praticable, du non de manque de... ainsi de suite, ainsi de suite. Et du fait aussi de l'insécurité. Alors, ça dépend de son appréciation. Ouais, vous avez vu des matchs, on a joué, on a dit water polo, le terrain est trop trempé. Bon, un arbitre trouvait que c'est trempé, l'autre disait que non, on pouvait encore jouer. Il y a des éléments comme ça qui sont à l'appréciation de l'arbitre. Et là, il a estimé qu'il pouvait jouer. Il faut dire, comme Christophe disait tout à l'heure, le contexte. On intègre le contexte dans la gestion de match. Alors, si il est autorisé à un arbitre d'arrêter quand il y a l'insécurité, il faut intégrer le contexte qui voudrait que l'insécurité, le degré d'insécurité dans les matchs européens et chez nous, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que chez nous, ça peut être bien plus chaud que cela là-bas. Donc, comme on dit, la saleté ne tue pas le noir. Les choses comme ça pour dire que on a besoin d'un niveau vraiment suffisamment élevé pour se sentir en insécurité. L'arbitre a estimé que ça peut encore jouer, il pouvait encore jouer. Et il pouvait encore jouer. Vous avez le public dans votre dos qui crie, qui vous... C'est ça qui fait la chaleur. Vous attrape de tous les noms d'oiseaux. Mais vous estimez que vous êtes en sécurité, vous pouvez continuer. C'est ça qui fait la chaleur du football. Jusqu'au moment où on peut, jusqu'au moment où on vous a fauché, vous trouvez vous-même que vous ne pouvez plus. Et là, vous désistez, vous faites le rapport. Si un autre peut jouer, l'estime que peut jouer avec le commissaire de match, ok, la fédération peut faire jouer le match. Sinon, le match est arrêté parce que les arbitres ont dit qu'il ne peut pas. Là, c'était la question sur est-ce qu'il pouvait arrêter, est-ce qu'il devait arrêter ou pas. Ça dépendait de lui. Maintenant, sur l'action. Maintenant, sur penalty ou pas? Non, je ne peux pas vous dire penalty ou pas. Et c'est là où je vous dis qu'à partir de la saison prochaine, avec la VAR qui va arriver dans notre championnat, je vous assure, beaucoup de discussions seront à plat. Non, non, je veux en soit clair. Pour le moment. Il y a eu de précédentes actions. Vous avez dit l'arbitre était à bonne distance. Ouais, il était à la règle pour apprécier. Là, on vient d'avoir. On respecte sa distance et on respecte sa position. Tout à fait. Ici, ce qui me Est-ce qu'il est déjà à bonne distance ici? Bon, ça, j'apprécie pas bien, mais je crois que oui. Je n'ai pas particulièrement vu sa position, mais on voit, oui, je vois, il était tout près. Il aurait peut-être pu être encore plus décalé pour être en alignement avec la faute qu'on dit de last position. Mais comme il venait d'une position de la diagonale pour aller vers l'assistant 1, on peut comprendre qu'il ne soit pas en alignement avec la faute. Parce que la faute se passe, le bon profil, si on y avait eu des VAR ici, là, la VAR nous aurait montré l'alignement, le joueur qui aurait poussé, et le joueur qui est poussé, et l'arbitre qui soit sur le même alignement. Or là, l'arbitre est en train d'aller vers cette action, il est comme cela à dos. L'assistant qui est... On voit bien que l'assistant lève le fanion. Voilà. L'assistant qui est de l'autre côté, lorsque vous prenez le deuxième angle de vue, le deuxième angle de vue montre la participation de l'assistant, qui lui aussi n'est pas dans l'alignement, il est dans le profil de celui qui est en train de tomber. Vous voyez un peu? Du fait qu'il soit proche, sûrement, parce que je vois une main là qui me donne l'impression que c'est peut-être la main qui aurait poussé le joueur. Et une pousse dans la surface de réparation. On a les images voilà. À l'antenne. Je vois une main là qui donne l'impression que c'est peut-être la main qui aurait poussé le gars. C'est peut-être cette main qui aurait poussé le gars, la main droite du joueur jaune. Peut-être. Et c'est intelligemment qu'on est en train de réfléchir comme ça. Et c'est donc la VAR. Si on avait une VAR qui alignait le trait de la ligne de réparation avec l'autre ligne de réparation là-bas, vous voyez un peu, ce serait le meilleur angle de vue de la faute. Parce que ici, il s'agit d'une faute de pouce. Et la poussée, c'est de la main droite du jaune sur peut-être la main gauche ou l'épaule gauche du joueur sombre. Voilà, je vais revenir à vous. Et l'angle ne permet pas vraiment, à mon avis, ici, de bien voir. J'ai posé deux questions, vous pouvez répondre aux deux. Hein. Fallait-il
arrêter le match à partir du moment où l'insécurité allait grandissante, ou alors il a bien fait de continuer. Et maintenant, sur cette action, faute ou alors simulation? Il faut dire que le fait qu'il y ait violence au stade, il faut condamner. C'est inadmissible. Quoi, dans 2023 au Cameroun, qu'on soit encore violent au stade. Ça, c'est primitif. Ça ne se fait plus. Le sport, c'est pour des hommes qui ont un esprit de fair play. On ne peut pas admettre que les gens se comportent comme des sauvages dans un stade de football. C'est pour d'abord condamner cette attitude et demander que ceux qui ont posé pareil, ça soit sanctionné. D'abord cela. Maintenant, par rapport à la faute, là, comme on a dit, l'arbitre job, c'est difficile. C'est plus difficile. Parce qu'à la vérité, la position de la main par rapport au joueur, on ne la voit pas directement. Mais si jamais l'image est rapprochée, si jamais il y a eu une VAR, on l'irait facilement. Maintenant, par rapport au contexte, oui, je suis de ceux qui pensent que l'arbitre est le seul patron. Bon, personne ne l'a jamais contesté. Il arrête son match, moi à sa place, et entendu les bruits dans les gradins. J'aurais pris la peine, et c'est ça que je disais tantôt, que les stades sont, les arbitres ont des matchs qu'ils dirigent, mais l'environnement n'est pas le même. Il s'est trouvé à Bafang, pour un match avec un leader, qui a dû chercher à mettre sa place. Et son dauphin est en compétition avec lui. Il doit comprendre que l'enjeu est assez élevé. Par conséquent, s'il y a une moindre menace, il serait préférable pour lui d'arrêter. Bien par rapport à l'enjeu. Parce que si ça avait été un match à l'entame du championnat, j'avoue que, on aurait vu cela, hein? Non. Mais parce que le match avait un enjeu assez important, cela est arrivé. Moi, à sa place, j'aurais arrêté et j'aurais motivé mon arrêt en indiquant que avant d'arrêter le match, voilà ce qui s'est passé. Et j'aurais des images pour soutenir mon argumentaire. Surtout que il n'est pas dit que ça arrête le match, on le sanctionnera. S'il ne motive pas. Donc s'il peut motiver, il peut momentanément arrêter aussi, non, et revenir et relancer. Par exemple, il peut m'arrêter dire. Le temps de se rassurer que la sécurité est revenue. Exiger même qu'il y ait plus de sécurité autour du match. Le commissaire de match et l'organisateur, le coordonnateur de ça, ils gèrent ces détails. L'arbitre apprécie, comme je vous dis. Et j'essaie de vous dire que le contexte camerounais, ou alors notre contexte, et le contexte des images que nous voyons aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas trop à comparer là. C'est-à-dire qu'il y a certaines difficultés dans nos matchs qui ne sont pas des difficultés pour nous, parce que nous sommes déjà... On est habitué à la bagarre. Entre guillemets, je dirige le match, les spectateurs circulent avec mon cercueil avant le début du match. Monsieur l'arbitre, voici votre cercueil. Si Bamboutos perd, c'est ici dedans que vous... Non, pas Bamboutos. Hein. Non, juste un exemple. J'ai cité Bamboutos parce qu'il est à côté de moi. Oui, pour dire que il y a des situations très chaudes. Et si on va dans la logique de ce que Christophe dit, l'arbitre apprécie, il y a l'enjeu et il y a insécurité, il arrête. Il arrête même complètement, il fait le rapport. Demain, on envoie un autre arbitre à Lyon, pour citer l'arbitre classe A. Voilà, la classe A de A aujourd'hui au Cameroun. On l'envoie à Lyon. À Lyon sent aussi les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? À Lyon va aussi arrêter. Non, et finalement, ce qu'il faut faire, c'est sécuriser les matchs. C'est sécuriser. Voilà. Alors, et justement, je pose donc la question au président. Quand vous allez jouer un match, est-ce que vous exigez un minimum de sécurité? Parce que si les images qu'on voit là, ça va dans tous les sens, mais on ne voit pas les forces de l'ordre. Non, la sécurité est obligée. On exige parce que surtout le contexte actuel au Cameroun. Bon, le match de Unisport tout à l'heure, je voyais un seul policier courir autour de la butte, ce qui n'est pas normal. Je ne sais pas s'il y avait un autre événement où ils ont privilégié envoyer plus les éléments là-bas. Sinon, c'est pas sérieux. Mais l'organisateur du match ne s'assure pas le représentant de la sécurité est souvent invité à la réunion technique. Et à ce moment, il doit dire comment il dispose, combien d'éléments il a pendant le match. Je ne sais pas s'ils étaient même présents à la réunion technique. Donc c'est un peu ça. Et revenant sur le pénalty. Il y a un responsable sécurité à la FECAFO. Oui.
Oui, il y en a, mais il faut, c'est pas, ils vont pas suivre dans tous les stades. Ils l'organisent. Il y a le président de la Ligue départementale qui est déjà là, qui doit jouer aussi le rôle. Ça se gère sur le stade. C'est sur le stade. Et le commissaire du match aussi, il est là pour donner les directives. C'est lui le patron. L'organisateur du championnat, c'est le CTFP. Donc c'est l'organisateur qui doit prendre toutes les mesures. Il est représenté par le commissaire du match qui l'a désigné. Oui, bien sûr. C'est pourquoi l'organisateur doit prendre les mesures. Ça veut dire responsabiliser les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils descendent tous les jours à Bafang, mais ils responsabilisent les gens. Oui, c'est ce qui devait se faire, mais ils n'ont pas respecté. Vous voyez ce qui est arrivé après le penalty. Que pour moi, le penalty, à 60%, ce n'est pas un penalty. À 40%, je peux dire. Le joueur s'est écroulé. Et la plus grande faute, bon, tels qu'ils sont partis, il y a une petite charge, mais que je peux parler de l'épaule. Quand ça va de l'épaule contre épaule, c'est un gel. Oui, il n'y a pas faute. Et puis, le juge est allé vite en besogne, parce que la position du central, il pouvait laisser la décision au central de décider, mais il a vite soulevé son faillon. Donc, c'est comme s'il avait un parti pris. Parce que si le central était plus loin, il pouvait décider. Souvent, moi, en tant qu'arbitre, je dis, avant mon match, à notre petite réunion, je signale au juge, l'affaire de pénalty, laissez chez moi. Sauf si vous jugez à 100% qu'il y a eu faute avant que vous soulevez. Parce que c'est des problèmes, ça cause toujours les problèmes, le problème des pénalty. Donc c'est ce que je signale toujours à mes joueurs pendant que j'arbitre les matchs. Donc ça, c'était pas sûr. À 40%. Donc, il allait donc laisser l'arbitre à ses problèmes. Il dit, je me lave les mains. Non, je me lave pas les mains. Vous voyez que dès que le gars était en train de couler, il avait déjà soulevé le faillon. Alors justement, ça m'amène à vous poser une question. Lorsqu'il soulève, qu'est-ce qui fait croire qu'il n'est pas en train de signaler une faute de l'attaquant? Non, quand il signale, il montre la direction. Il montre la direction. Est-ce que le faillon se levait directement de la il signale, il court vers le point, il a sa position où il doit rester il valide en courant vers le point de la direction. Pour dire que la faute est dans il ne parle pas, mais il court pour aller à sa position de penalty. Et le central comprend. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. S'il avait levé et qu'il allait plutôt dans l'autre sens, il sera en train de dire à son arbitre que je pense que ça va de l'autre côté. Il siffle, il dit que je pense que ça va comme ça. Et l'arbitre apprécie que c'est dans la surface de réparation et donc. Alors, Christophe, les matchs de ce niveau, c'est pas les pénaltys de ce genre pouvaient apporter que des problèmes parce que c'était discutable, c'était sur la ligne. Donc même le central, le central est le patron. Même celui-là pouvait montrer que c'est un pénalty, mais il va vers lui et dit non, moi je juge que c'est comme ça. Et c'est lui le patron. La dernière décision c'est le central. Bon, ce qui n'a pas fait. Si les deux sont allés dans la même direction, ça veut dire que les deux ont conclu qu'il y avait pénalité. C'est ça. Alors, mais moi, je dis à 40%, il y avait pénalité. Alors, dès lors que ce n'est pas 0% sans pénalité, ça veut dire que ça peut aller dans la sécurité autour de l'organisation des matchs. C'est un vrai problème avec Cyril. Il faut le relever. Parce qu'à la vérité, il y a d'abord, avant les forces de l'ordre, il y a les stadiers. Nous avons un stade à Bafang, par exemple, qui a été rénové, qui a été construit, ce stade. Quand on livre un match de championnat camerounais sans les stadiers, ça pose un problème. Nous sortons juste la fête de la jeunesse, le samedi. On joue dimanche. C'est une ville où il y a des jeunes gens dans la ville. On peut tout au moins, à partir d'ici, se dire désormais, dans les villes et des stades où on joue le championnat, que les responsables locaux puissent trouver des enfants qui sont capables de jouer ce rôle-là. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Et c'est pour ça justement que lorsqu'on est assis, par exemple à la FECA Foot, et on dit programmation des matchs, il va falloir qu'on tienne compte que ça ne se joue pas à Yaoundé, je ne dirais pas encore, comme on joue à l'arrière-pays. Les programmations se font au CTFP. Hein? Oui, Yaoundé, c'est où le siège? C'est à Yaoundé. Ah, vous avez parlé de FECA Foot. Donc, en fait, c'est la FECA Foot. En fait, c'est la FECA Foot. Non, en fait, c'est la FECA Foot. Le CTFP n'a pas de valeur juridique. Il faut qu'on se le dise en Cyril. Et même si ça avait été la Ligue, c'est toujours la FECA Foot, c'est le démembrement de la FECA. Il va falloir qu'on tienne compte du cadre sécuritaire. Et que les commissaires comprennent que plus on monte en championnat, plus l'enjeu, plus la pression est là. Par conséquent, avant de lancer un match, qu'il se rassure que les fonds militaires sont associés, effectivement, que les stagiaires sont là pour maximiser la protection des gens, des spectateurs et bien des officiels. Parce que là,
ça pose un réel problème. Oui, Cyril, je suis d'accord avec ce que Christophe dit. Je peux quand même me permettre d'aller un peu en porte-à-faux avec lui sur l'importance qu'il faut accorder, n'est-ce pas, à la présence des forces de l'ordre. C'est vrai, ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à bas du revers de la main. Mais le plus important à mon niveau, c'est la culture du football au niveau des spectateurs. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre, à être plus élevé que cela, à être plus discipliné, à comprendre que, en attendant que la VAR vienne nous montrer les situations exactes, vraiment, nous acceptons à l'appréciation de l'arbitre. Je vous faisais remarquer que, vous voyez, toutes ces contestations, c'est toujours lorsque c'est une égalisation de dernière minute. Si bien entendu, celui qui si bénéficie de pénalité ne va pas parler. Déjà, Bambouto, c'est l'exemple au Cameroun, parce que ça fait deux finales que nous avons perdues. Et il n'y a pas eu de... contre Coton, dernièrement, c'était une situation que si le peuple était comme à Bafang, mais ce qui devait avoir les dégâts. Et ça, il faut savoir. Le match n'était pas à Bouddha, c'était à Yaoundé. C'était à Yaoundé, mais on avait vu les supporters de Bambouto dans le stade. Oui, ça fait bien. Quand c'est le fanatique, là, il ne tient pas compte de la position où il se trouve. Alors, les forces de l'ordre. Alors, justement, c'est la culture aussi. Ça, c'est vrai. C'est surtout la culture qu'il faut. Ça nous plonge donc dans les problèmes de l'arbitrage. Les arbitres, peut-on vivre de son art au Cameroun parlant de l'arbitrage? Il y a apparemment beaucoup de problèmes. Peut-on vivre de son art? Bon, je vais dire de son arbitrage, puisqu'on parle d'arbitrage là. Vous voulez parler de volume de retombées que ça apporte au Cameroun? Est-ce qu'on peut être arbitre et y rester sans faire autre chose? Jusqu'à présent, ce n'est pas autorisé, ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les arbitres professionnels de métier, c'est-à-dire que c'est ça son job. Il faut avoir son job et puis faire de l'arbitrage. Alors on va parler des clubs tout à l'heure, mais l'arbitrage, vous avez dit vous êtes instructeur, ancien commissaire de match, ancien arbitre également. Ancien arbitre. Les clubs très souvent mènent la grève. On a vu les clubs arrêter le championnat. S'il n'y a pas de subvention, on ne joue pas. On en parle tout à l'heure, mais très rarement on a vu les arbitres dire que s'il n'y a pas telle chose, on ne joue pas. Pourtant, on sait que c'est... La zone dernière, ils ont réclamé. Sous cap, ils disent des choses graves. Ils jouent sans recevoir. C'est ça que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, votre question, l'arbitre ne peut pas vivre son art au Cameroun. Parce que si c'est un arbitre qui a une famille, il est logé quelque part, ses enfants, son épouse, et puis le quotidien que nous connaissons bien au Cameroun. Combien est-ce qu'on donne à un arbitre? Nous connaissons tous ce qu'on donne à l'arbitre au Cameroun. Non, c'est pas arbitre, je ne peux pas connaître. Donc, un match coûte combien? Bon, c'est pas plus de 100 000. Hein. Et vous voyez que si vous avez 2 matchs par semaine. Bon. Ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Et ce qu'il dit, je ne voulais pas rater. Donc je voulais dire que ça va prendre du temps. On ne peut pas commencer aujourd'hui. Avec le rythme que le président Eto'o a mené, je pense que nous, on est sur la bonne direction. Le président de la CAF a sillonné les 10 régions. Il a rencontré les présidents régionaux de la CAF. Il a recensé les problèmes. Vous avez quand même connaissance des problèmes des arbitres. On n'a pas besoin que le président de la CAF vienne faire une tournée pour qu'on s'en rende compte. Quels sont les problèmes aujourd'hui auxquels font face les arbitres dans le championnat camerounais? Non, il faut dire que lorsqu'on parle du problème de l'arbitrage, il y a 3 entités ou 2 entités principales qui prennent en compte les problèmes de l'arbitre camerounais. Il y a d'abord la commission centrale des arbitres qui définit, n'est-ce pas, la philosophie et la politique de développement de l'arbitrage au Cameroun, appuyée par une entité qu'on appelle l'office, aujourd'hui on appelle le département de l'arbitrage permanent au niveau du secrétariat général, qui occupe l'arbitre international Wam Jean-Marie. Et il y a une 3e entité, qui est l'association des arbitres, qui est un membre de la fédération, comme Bamboutos, comme tel, représentant les corps de métier. Alors, dans chacun de ces niveaux-là, on peut réfléchir sur les problèmes de l'arbitrage. Mais c'est la CCA, n'est-ce pas, qui conçoit au sein de la fédération, n'est-ce pas, la politique de développement de l'arbitrage. Et la CCA, aujourd'hui, je pense, est en train de faire beaucoup d'efforts que nous sommes en train d'apprécier. Et le niveau de l'arbitrage est en train de beaucoup évoluer. Alors, vous avez vu déjà sur le rajeunissement.
La commission centrale des arbitres a mis en place une politique de développement de l'arbitrage à moyen et long terme, en recrutant un groupe d'arbitres de 18 à 23 ans, qu'on est en train d'encadrer, hommes et femmes. On apporte les oreillettes. Vraiment, c'est comme le ballon d'or disait le jour qu'on a donné le ballon d'or, nous sortons de, on est en train de nous sortir, je ne sais pas, de la brousse ou de quoi. Et la saison prochaine, on devrait avoir la VAR et beaucoup de discussions vont disparaître parce que la VAR sera là. Et ça vous me êtes permet... très optimiste, hein? Moi je ne le suis pas comme vous, oui, par rapport à la VAR. Et justement, je voudrais... On a une autre idée de la VAR. Parce que... Cyril, par rapport à la VAR, ça me rappelle ce que je voulais dire, oui, rapidement, sur vos propos. Vous avez dit la VAR ne vient pas résoudre le problème. C'est comme si la VAR... Non, je m'interroge. Voilà, au vu de ce qui se passe, on se demande si finalement la VAR ne pose pas plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il faudrait savoir ce que la VAR est venue faire. Est-ce que c'est ça que la VAR est en train de faire? Autre chose, c'est autre chose. De la situation que l'œil humain de l'arbitre n'aurait pas vue. C'est ça que la VAR est en train de faire. Et sur les 4 situations que vous connaissez, situation litigieuse de pénalty, une action qui se passe dans le dos, ça se joue là-bas, mais il y a un incident là-bas, hors-jeu, ainsi de suite. C'est ça que la VAR est en train d'apporter. Très bien. Et la VAR est en train de faire son boulot. Christophe. Le débat devait être ailleurs. Est-ce qu'il faut... Comme ils ne veulent pas répondre à ma question, je crois que vous allez répondre. Non, je réponds à toutes vos questions. Même si comme ils ne veulent pas répondre à notre question, je vais vous le dire à la fin. Non, moi je vous pose la question ici. Vous voulez répondre à la fin de l'émission, les téléspectateurs ne seront plus là. Non, à la fin de l'émission, je vais vous dire. On a vu les clubs se plaindre la saison dernière, par exemple. Il y a le problème de jeu. On va parler de UMS tout à l'heure et ça allait être au vitriol. Mais les arbitres semblent ne rien dire. Pourtant, quand vous les abordez en offre, c'est terrible. Avec Cyril, il faut dire qu'avec Alioum Sidi, que j'aime bien personnellement, parce qu'il est performant et compétent, j'ai un problème parce qu'il est encore en activité. Il n'aura pas la langue, sa langue sera fourchue dans la boîte actuelle. S'il avait été un arbitre hors activité, je crois qu'il pouvait faire quelque chose. Mais il n'a plus de franche. Il a fait le tour du Cameroun, certes. Ce qu'il a relevé. Mais peut-il effectivement étaler au grand jour ces difficultés? À quel droit? C'est la question qu'on se pose. J'avoue, je pense que les questions concernant les arbitres sont pour moi en grande partie au niveau du traitement. Pour les formations, j'ai eu à observer plusieurs fois les tests de formation dans le Cameroun, ils évoluent. Mais le traitement, comment est-ce qu'on peut jouer un championnat en 60 ans? Et les arbitres sont payés comme des petits, comme des dépannages. On dépanne les arbitres. Bonheur, la chance. On dépanne les arbitres. Non. Et pourtant, c'est des maillons essentiels du match de football. Ceux sans qui un match peut dégénérer. Ceux à qui le match a un sens. Pour appuyer ce propos, le président de l'Africa Foot a dit que la réussite de son championnat est à 60% le comportement de l'arbitre. Mais on vient de voir 3 matchs là, sinon 4 où les arbitres sont la cible. Les décisions sont contestées. Et même autour de cette table, on n'est pas très d'accord sur toutes leurs décisions. C'est quand même un match. Bon, ils sont nombreux. Ça peut arriver. Mais par rapport au traitement des arbitres, à la vérité, il ne serait plus encore des personnes qu'on dépannerait seulement. Le bénévolat qu'ils font là. La saison dernière, on a terminé un championnat, les arbitres étaient encore impayés. On a joué la 5e journée au Cameroun, cette saison-ci, avant de régler la dette antérieure. La dette de l'année dernière. Maintenant, les clubs ont pris le relais pour évoquer cela. Ça pose un problème. On est professionnel, on ne l'est pas. On avance, on recule. Être professionnel, c'est de pouvoir dénoncer aussi. Hein. Les arbitres ne disent rien. C'est ça qui est la question. Et je dis encore que tant qu'ils ne peuvent pas... Vous allez à l'hôpital, par exemple, voir un médecin. Il n'est pas un dieu pour savoir qu'on souffre. C'est à vous de lui dire. C'est à vous de lui dire, docteur, j'ai mal au doigt, j'ai ceci, et vous interroge. Et c'est à partir de votre déposition que le docteur lui vous prescrit. Qu'il les examine. Les amis doivent dire ce qu'ils souffrent. Et le dire officiellement et ouvertement, sans pouvoir se retenir. Malheureusement, l'équipe en place, je le dis encore, est chapeautée par quelqu'un en activité. Qui ne peut pas, je crois bien, qu'il passe déchaîner. Alors, président Georges, je vous pose 2 questions. Il pose le problème de l'activité du président actuel de la CAF. Je dois rappeler que la CAF a fonctionné pendant des années avec les arbitres à la retraite. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'eux aussi étant à la retraite,
était très préoccupé par le problème. Il disait que qu'est-ce que j'ai à foutre moi, je suis à la retraite, j'ai plus rien à faire dans ces affaires. Peut-être que c'était ça. Les arbitres ont pensé qu'il faut peut-être confier leur destin à quelqu'un en activité qui, lui, va mieux sentir ses problèmes. Mais s'il a des problèmes de carrière, tels que semble soulever Christophe, on n'en sort pas finalement. Alors, ça c'est une question. Faut-il, oui ou non, aller vers les arbitres à la retraite ou les arbitres encore en activité? Deuxième question. On a suivi, nous-mêmes, on a relayé les tournées du président de la CAF, Alioum Sy. Dans les 10 régions. Les arbitres dans les 10 régions lui disaient, nous voulons que vous soyez notre porte-voix, nos problèmes, nos doléances, il faut les soumettre à la FECAFOOT, défendre les arbitres. Quand les arbitres parlaient ainsi, ils parlaient de quoi? Il faut nous défendre à FECAFOOT, il faut être notre défenseur, notre porte-parole. De quoi finalement, puisqu'ils ne disent rien? Ouais. Alors, première question, en activité ou pas pour être président de l'association des arbitres? Et je crois que nos textes jusqu'à présent ne prennent pas de proposition là-dessus. Mais on peut penser que quand on est en activité, on peut avoir un peu moins le coup de franche que lorsqu'on est en retraite. Et si les arbitres en activité ont pensé que ceux qui sont déjà en retrait ne peuvent pas trop poser les problèmes parce que c'est bon, ils n'ont plus rien à faire. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ce sera voilà. Mais la vérité c'est que en interne on s'est souvent conseillé qu'il ne faudrait pas, il faudrait éviter, n'est-ce pas, de faire trop l'affront avec la Fédé. Le vrai problème de l'association de l'arbitre, est-ce l'affront en dehors de ce que poser ces problèmes, c'est affronter. On revendique. Oui. C'est ça, la position de syndicaliste. La position de syndicaliste, c'est une position de membre. Le vrai problème de l'association des arbitres, moi je l'ai dit depuis l'époque, j'étais arbitre en activité que j'avais été candidat pour être président de l'association. Oh, à l'époque déjà, j'avais été candidat. On a dit non, tu es en activité, tu ne peux pas. J'ai dit que non, je n'ai pas besoin d'être en activité, de ne pas être, je peux. Bon, je ne suis pas passé. On a mis, jusqu'à aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en activité. Si c'est parce que ceux qui sont en activité sont majoritaires, ils pensent que c'est comme ça. Bon, ça, on va voir ce que ça va donner. Alors, dernière question pour sortir de ce sujet. L'autre question sur les problèmes de l'arbitrage après la tournée. Quand ils disent que soyez notre défenseur auprès de la FECAFOOT, les problèmes dont ils parlent là, c'est quoi? Les problèmes de l'arbitre camerounais comme membre de la fédération. Il faut d'abord le considérer comme on ne les considère pas comme tel. J'ai l'impression que les arbitres eux-mêmes dans leur tête ne se considèrent pas encore comme c'est de métier. Ils se considèrent comme, vous avez utilisé un terme tout à l'heure là, ou des commissionnaires ou des commissionnaires, quelque chose comme ça. Il y a ça à changer dans la tête. Et dès lors qu'on se sent membre, on ne se sent pas comme un employé qui forme un syndicat qui vient réclamer. On se sent membre, on est sur la table, on gère les réalités de son association fédérale. De même que les clubs disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas ce qu'ils attendaient. De même, les arbitres peuvent ne pas avoir ce qu'ils attendent parce que l'organisation centrale, la fédération qui est notre entité, est en difficulté. On suppose, est en difficulté. C'est pour ça que tout le monde. Et on l'accepte sans réclamation, sans bouder. Parce que nous faisons partie. La dernière question, non. La dernière question. Parce qu'on va prendre le dernier thème en un tour de table. Ouais. Alors, la dernière question. Il y a comme une unanimité construite autour de la personne de Alioum, comme président de la CAF. Bon, l'impression, on n'est pas toujours sûr que c'est ça réellement, mais l'impression qu'on a en regardant les images de cette tournée, c'est qu'il y a comme une unanimité autour de sa personne. Pourtant, on sait qu'il y a des problèmes. Vous êtes encore au tribunal. Ouais. Vous avez retiré vos plaintes pour soutenir Alioum désormais? Toutes les plaintes ne sont pas encore retirées, mais je pense qu'on va aller vers là. Vous allez les retirer? On va aller vers là. Mais dites-le en exclusivité sur 100% foot que vous retirez les plaintes. C'est ce que j'avais commencé à dire. C'est ce que j'avais commencé à dire. C'est-à-dire que la logique, la science, la légalité voudrait qu'il y ait encore des problèmes. Mais la raison, le sentiment et un mouvement d'entraînement plus ou moins naturel. Je vous dis qu'Alioum, c'est un des enfants les plus aimés dans la maison. Du fait de sa carrière, du fait de vraiment sa sociabilisation par rapport à la... Et il n'est pas le seul, ils sont nombreux comme ça. Donc quand c'est une personne comme ça, vous voyez comme une certaine unanimité. Et on pense que ça va embraser tout le monde.
et que les problèmes de légalité, un peu comme on a fait au niveau de la fédération, pourraient aussi être levés et puis les choses se retrouvent sur alors, les rails. il y a donc les problèmes chez les arbitres, il y en a également chez les présidents de clubs. On le disait, UMS de Loum a menacé de ne pas continuer le championnat et même si l'équipe a continué, il y a des problèmes. Les problèmes que l'équipe pose sont réels et restent d'actualité. Je vous lis juste un bout du communiqué de UMS qui se plaignait d'une augmentation unilatérale à 100% par la FECAFOOT du salaire des joueurs, du non-paiement du reliquat de la subvention de la saison 2021-2022 et du non-versement de l'appui de la FECAFOOT à UMS pour la saison 2022-2023 ayant entraîné ce non-paiement, entraîné des grèves, des crises, refus de s'entraîner pour les joueurs, indiscipline totale et exigence de payer le salaire sur une période inactive. Voilà. Et donc, au sein UMS qui parle également de la subvention reçue, 11 millions de francs CFA seulement, alors que la FECAFOOT avait promis 48 millions. Nous, UMS, Union des mouvements sportifs de Loum, déclarons forfait général au vu du traitement inhumain de la part de la FECAFOOT et de la SEC, où il n'y a aucune sensibilité. Alors, ça c'est UMS, je parie que UMS ne parle pas de UMS uniquement, là. Vous vous sentez concerné, tous les clubs. Sur 48 millions promis en début de saison, 11 millions seulement, bon pas plus de 12 millions en tout cas. Pourquoi vous continuez de jouer dans ces conditions? Bon, nous continuons de jouer parce que premièrement, nous aimons le football. Deuxièmement, tout le monde dit ça. Hein? Nous voulons accompagner. Les arbitres disent ça. Nous savons que tout le monde dit ça. Eto est venu avec des nouveautés que nous on veut observer. On se dit qu'il y a eu juste de retard et que ça va se régulariser. Je crois que d'ici la fin de la semaine, ils vont régulariser les situations. Mais ça cause beaucoup de problèmes quand ça traîne. Il est vrai, nous sommes passés, il y avait la CHAN, il y avait la Coupe du Monde. Ça a permis qu'ils n'ont pas peut-être eu le temps de se retrouver pour arranger les situations. Parce que ça a causé aussi des dégâts dans Bamboutos. Bamboutos, ça fait une semaine plus que les joueurs ont refusé de s'entraîner. Ils sont allés livrer un match hier. Les salaires, tous les primes. Effectivement, ils revendiquaient les salaires. Bon, on aussi n'aime pas le foot. Je vous dis que si vous continuez de jouer sans argent, c'est que vous aimez le foot. Pourquoi les joueurs ne s'entraînent donc pas? Non, donc ils n'aiment pas le foot. Mais nous, finalement, on a joué. Ça veut dire que nous, on leur a convaincus qu'ils prennent leur mal en patience. Ce n'est que problème de temps. L'argent devait arriver. Et que, comme je vous disais tantôt, d'ici la fin de la semaine. Ils vous diront que la patience a des limites. Alors, Christophe, nous le feu là. Cette situation. Non, j'interprète juste la situation. Quand on en arrive là, un club qui mène, on sait que généralement, après 2 forfaits, c'est forfait général. Mais voilà un club qui décide d'arrêter, avec toutes les conséquences. Lorsque j'ai vu ce communiqué vendredi dernier, j'ai compris directement que ce n'était que la suite logique d'un traitement à tâtons. Bon, vous dites à tâtons, ils ont écrit inhumain. J'ai dit bien à tâtons. Je veux m'expliquer simplement en deux mots. La fédération avait quelques contraintes de dire qu'on passerait de 100 000 à 200 000 salaires. Quelles contraintes? Qui les a obligés de le faire, de le dire? Sur quelle base c'était appuyé pour se prononcer? Y avait-il des niches de recettes envisagées? Ça, c'est le côté professionnel de la chose. C'est une question. Chez les filles, même constat. Souvenez-vous, elles étaient à 50 000 francs le salaire. La fédération a annoncé 100 000 francs en début de saison qui a commencé. L'autre jour, ABC. Et il y a un rétropédalage. On est revenu à 50 000. Pourquoi dire 50, 100 000 et 100 à 50 000? Est-ce qu'on est sûr de soi à la FECAFOOT? Est-ce qu'on a les moyens de la politique? Sur quoi s'appuie-t-on pour se prononcer? Vous questionnez le manager de la FECAFOOT? Je questionne, j'observe. J'observe la scène. J'observe la scène. À chacun d'en juger fort opportunément. Moi, je suis là pour questionner. Ce que je relève, c'est que les présidents de club, les présidents de club, eux aussi, ils ont commencé une saison sans argent, sans le reliquat de la saison derrière.
7 millions de francs CFA. Ils auraient pu dire, nous ne commençons pas s'il n'y a pas de 7 millions. Ils ont voulu jouer. Ils ont engagé. En chemin, arrêter. Non, monsieur le président. Non. Vous avez choisi une voie à aller jusqu'au bout. Ça, c'est vrai. Parce qu'on aurait dû simplement dire, monsieur le président fait qu'à foot, il n'y a plus de 7 millions de rémunération du président, nous ne jouons pas. Mais ils ont accepté de jouer. Ils ont 11 millions. Actuellement, ils sont bloqués. Alors, la semaine dernière, nous avons reçu le secrétaire général de la SEC. Bon, c'est vrai qu'il parlait beaucoup plus comme président de Faux-Vasu. Hein. Justement. Et il disait, au plus tard, à la fin de cette semaine, ce sera réglé. Nous voici à la semaine passée. Le président Bambuto vient de nous dire, au plus tard, à la fin de cette semaine, ce sera réglé. Non, je dis parce qu'aujourd'hui même, j'étais à l'Afrique. Et le problème, c'est que le président n'était même pas au Cameroun. Le président, il est déjà là. Quand il n'est pas là, tout est bloqué. Quoi. Bon, c'est ce que je disais au début de l'émission, qu'il faut qu'il essaie de centraliser. Oui, parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas l'attendre. Le fait qu'on attend sa présence, sa freine d'autres choses, ça peut causer même des dégâts. Très bien. Comme je pleure mes 3 points d'aujourd'hui, mes joueurs sont allés jouer sans entraînement. On a perdu. Mais il fallait mettre aux joueurs à l'entraînement. C'est pas le président Africa Foot qui va les mettre à l'entraînement. C'est que le président dit, président. Non, oui, Christophe, on est passé de 27 millions de subventions la saison dernière à 48. Qui a obligé à dire cela? Qui les a obligés? Et s'appuyer sur quoi pour le dire? Je pense qu'il va falloir travailler comme des professionnels. Comme des professionnels. On ne gère pas sans prévision budgétaire. Et j'ai l'impression qu'à la FECA Foot, j'ai l'impression, au reste qui se passe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tout ce qui a été promis, il faut aussi voir n'a pas été. Il nous ouvre les yeux. Il nous a ouvert les yeux. Aujourd'hui, il y a un sponsor à la FECA Foot pour le championnat. J'ai la question. On demande combien est-ce que le sponsor paye jusqu'aujourd'hui. Il y a un seul sponsor. Celui qui a donné son nom au championnat. Tout de moins celui-là. Combien est-ce qu'il revient à FECA Foot? Ça reste toujours une affaire, une nébuleuse. Et ça donne l'impression, ça pousse les clubs à faire cette rébellion entre guillemets. Parce que la vérité... Bon, pour l'instant, c'est un club, il ne faut pas mettre tous les clubs. Vous pensez qu'ils sont différents de Bambuto Goula? Ils sont différents de Bassin? Bambuto n'a pas écrit. Non, le président l'a réaffirmé ici. Les morceaux se mouchent. Pour l'instant, il n'y a que UMS qui se mouche. De toute façon, on peut considérer que c'est un problème de retard. Et si nous, on n'a pas écrit, c'est parce que nous, on a confiance. Alors, quand il promet, il le fait. Nous, on a confiance qu'il va le faire. Et c'est un début. Je crois qu'à la longue, on va se rattraper. On aura l'occasion de lui dire qu'il faut faire à temps. Monsieur le président, vous allez écrire également. Non, c'est pas dit. Je pense qu'il va corriger. Si on va corriger, monsieur le président, je vous prendrai encore pour vous. Très bien. Non, on a suivi votre position. Oui, et je la partage scientifiquement. On peut commencer à se poser quelques questions, mais on devrait attendre un peu. C'est le temps que, n'est-ce pas, les membres de la fédération gardent confiance. Ils croient à la promesse, si on continue à appeler ça promesse, que ce n'est pas... que ce n'est pas une affectation des retombées de gestion qu'on décide de partager comme ça. Bon, il peut encore atténuer le questionnement. Ouais, un peu, mais que ce soit plutôt à la fin, puisque apparemment c'est un problème de temps et peut-être de management pour que, à l'absence du président, que tout ne soit pas bloqué. Alors, je vous pose une question. Il faut rester peut-être encore attendre un peu tout doucement. On a attendu la semaine dernière. On attend encore toute cette semaine, ça va faire 2 semaines. Alors, je vous pose une question. Alors, UMS dans sa lettre indexe la FECA Foot, mais pas seulement. La SEC, les clubs ont une association, ASEC, association des clubs de championnat d'élite du Cameroun. Oui. Là, donc, la SEC aussi ne défend pas la Cour des clubs. À quoi c'est donc la SEC? Non, Bambuto, c'est membre de la SEC. Je ne peux pas parler de mon équipe ici, je ne suis pas président de la SEC. Et puis, je ne peux pas aussi me mettre à faire des commentaires sur la lettre de l'UMS. Mais je peux parler du problème général. Je vous ai dit, le problème est réel. La première des choses, nous devions remercier le président Eto'o parce qu'il nous a ouvert les yeux. Ce qui arrive à la FECA Foot, nous, on n'avait jamais su qu'il y avait cet argent là-bas. Maintenant que c'est arrivé, il a augmenté le salaire. Mais c'est arrivé, on lui demande. Non, c'est ça que je dis que c'est le problème dedans et que nous on espère que d'ici la saison prochaine, tout serait sur les rails. Donc on lui donne encore le temps. Il vient d'arriver. N'allons pas trop vite. On ne peut pas aussi. Parlons de on va comparaître la SEC. Je dis, je ne peux pas parler au nom de la SEC. Je ne suis pas président de la SEC. En tant que membre, est-ce que vous vous sentez
en confiance au sein de la sécu. Non, UMS n'a pas confiance. Hein. Tous les présidents, nous étions tous au Qatar récemment avec le président. Ah, mais aussi un autre point. Oui, non, pas nous tous, étions. pas tous, bon, je peux dire 90% des présidents étaient là-bas. D'autres ne sont pas allés volontairement. Ils ont voulu que l'argent alloué pour aller soutenir les Lions, qu'on leur reverse ça pour leur club. Ça aurait été mieux, président. Bon, pourquoi pas? On aurait pu le faire. Si l'argent est destiné pour un on aurait pu le faire, président. Pourquoi on doit dévier. On ne peut pas dévier. Le président, le DG. On ne peut pas dévier. L'argent était destiné au voyage pour Qatar. Oui, pour aller soutenir les Lions. Pourquoi on va dévier cet argent pour aller maintenant gérer les problèmes des clubs? Ce n'est pas sérieux. Donc moi-même, j'étais pour que ceux qui sont allés, ils utilisent cet argent là-bas pour soutenir les Lions. Alors, c'est ce que nous avons fait. Joseph Ndiok, vous êtes membre de la CAF. Ouais. À supposer qu'un membre, juste dans le cas d'espèce UMS, est membre de la CEP, si un membre de la CAF écrit pour dire qu'il ne se sent plus en sécurité au sein de la CAF, c'est un problème. Ouais, c'est ça le sens de la lettre de l'UMS. Hein. Oui, il y a une vérité déjà que je trouve suffisamment très dure. Parce que lorsque mes souvenirs ne sont pas bons, hein, moi je pensais qu'on venait discuter les infrastructures et l'office des infrastructures. Oui, c'est à la fin que j'ai finalement vu que ce n'est pas les infrastructures. Donc je n'ai pas beaucoup lu les statuts de l'Africa Foot. Mais dans mes souvenirs, je vois un article autour de 14, article 15, article 21, qui parle des droits et des devoirs des membres de l'association. Très vite, lorsque vous avez lu cela, j'ai pensé que, attention, il faut qu'on regarde bien les droits et devoirs des membres de la fédération comme les clubs. Donc là, vous voulez dire que là, ils revendiquent les droits, il faut qu'ils assument les devoirs aussi. Voilà, j'ai dit que c'est ce que la lecture m'a fait très vite penser. Et que j'ai trouvé très vite d'entrée de jeu, que c'était vraiment très dur, très dur. Qu'un membre de l'association, sur la base des promesses, on continue à appeler ça promesses. Promesses non tenues. Pour le moment, ne sont pas encore respectées. Tenues, c'est au terme de l'échéance. Est-ce que l'échéance était en début de saison? On a promis en début de saison. On a 11 millions seulement sur 48. Voilà, donc ce n'est pas on n'avait pas non plus promis de verser la totalité en début de saison. Voilà. C'était pas ça non plus. Il y a une réalité. UMS a ses problèmes personnels avec les dirigeants de l'Africa Foot. Et ça se voit. C'est ce que je vois dans sa lettre. Ils en ont. C'est ce que moi je vois dans sa lettre. Ils n'ont pas dit. Ça se voit. Ça se voit. C'est ça que moi j'ai vu. Pourquoi ils ne passent pas par l'association? Il fallait qu'ils mais ils disent qu'ils ne sont pas en sécurité dans l'association. Comment vont-ils passer par l'association? Ils vont sortir de l'association. Et puis c'est ça le problème de l'association. Nous sommes combien dans l'association? C'est un seul il faut tout le monde ne peut même pas regarder la même direction. Très bien, messieurs. Ce communiqué cache d'autres choses apparemment. 90 minutes, ça passe vite. On est à la fin là. Ça allait très vite. L'arbitre siffle la fin de la partie. Oh, il va siffler. C'est déjà sifflé, c'est pas qu'il va siffler. C'est ça ma grosse. C'est déjà sifflé. C'est pas une ici. Merci d'être venu. Merci à Cyril, on s'est bien amusé. On a pu dire ce que vous pouvez dire. Et je crois que ça a été utile pour ceux qui nous suivaient aujourd'hui. Joseph Ndiok, merci d'être venu. Merci à Cyril. Je dois dire que vraiment on aura l'occasion de parler de l'ONIES. Ouais, je voulais quand même féliciter ceux qui ont été nommés, notamment Joseph-Antoine Bell, une icône pour nous, et puis l'ingénieur génie civil Ewanais, n'est-ce pas, comme administrateur. Ce sont des hommes que nous connaissons bien et que nous respectons bien et à qui nous souhaitons très bon vent dans leur mission. On organisera tout un débat sur les infrastructures. Vous avez été membre de la commission des infrastructures de l'Africa Foot. Vous avez également été dans la commission des infrastructures de la CAN, pour ce qui était du site de Douala. Vous étiez encore délégué régional des travaux publics de littoral. Vous pouvez parler des infrastructures S-qualité. C'est ce que je pensais venir faire aujourd'hui. Bon, on organisera un débat là-dessus, rassurez-vous. C'est bien de savoir que je n'ai pas que la casquette d'arbitre. On le fera. Pascal Dissok, merci d'être venu. Merci beaucoup Cyril, merci à toute l'équipe de Kinox qui nous accueille toujours chaleureusement. Mais je ne dois pas quitter le plateau sans inviter les supporters du Fils unique qui sont nombreux et qui sont en train de nous écouter, qu'on regarde toute la même direction. Ce n'est pas encore tard. C'est notre première défaite. Nous avons gagné 5 matchs. Nous avons fait 5 matchs nuls. Hier, c'était la première défaite. Qu'on ne soit pas découragé. Il faut qu'on converge nos idées.
si tout le monde regarde la même direction. Dernièrement, ici au plateau, je pense, parler de 800 millions que Bamboutos pouvait avoir facilement. Parce que, comme vous le savez, au niveau de la diaspora, comme au niveau national, si chacun ne sortait que 1000 francs comme supporter de Bamboutos, on devait être au-dessus de ces 8 millions que, vous allez développer 800 millions que je parlais les dernièrement. stratégies de financement de Bamboutos dans une autre émission qu'on organisera. Et rassurez-vous, merci d'être venu sur le plateau de 100%. Merci. Merci à tous les trois d'être venus. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% foot. On va se retrouver lundi 21h, mardi 22h30. Merci à toutes les équipes techniques de Douala et Yaoundé réunies autour du réalisateur Joël Essengué. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.